Donc, Nicolas Tesser, je suis chargé de mission à Audelor et je vais intervenir aujourd'hui pour le compte aussi de Lorient Agglomération pour vous faire un point très pratique et pragmatique sur la situation du territoire. Donc finalement, où en sommes-nous? Est-ce qu'on part de zéro en matière de RSOT? Qui fait quoi? Où on en est dans cette progression aussi. Et puis, comme l'a dit Marie, puisque à titre personnel j'interviens aussi à l'UBS, qu'est-ce que finalement on peut faire à titre individuel en matière de RSO et comment on l'applique notamment dans l'enseignement, et en l'occurrence dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'est ça. Alors d'abord, la RSOT, bon, je ne suis pas responsable de cet acronyme incompréhensible, et donc il a émergé à l'issue d'une série de groupes de travail qui sont mis en place dans l'année 2018, dans le cadre d'une démarche territoriale, une démarche de marketing territorial, dont le premier produit est le logo que vous avez en haut à gauche, qui s'appelle Lorient Bretagne Sud, mais qui n'est pas encore validé à 100%, et qui a pour vocation de promouvoir le territoire, donc soit localement vis-à-vis de ses habitants notamment, mais aussi à l'extérieur, mais que ce ne soit plus les institutions, en l'occurrence Lorient Agglomération ou Audelor, qui portent cet effort, mais que ce soit quelque chose de co-construit, de collaboratif. Et donc, dans le cadre de cette démarche, l'ensemble des acteurs, à commencer par l'Université de Bretagne Sud, les associations d'entreprises, les chambres consulaires, et ainsi que toutes les associations qui interviennent, notamment sur le champ de l'ESS, ont travaillé ensemble pour essayer de définir quels étaient les critères de différenciation, puis c'est de ça qu'il s'agit, que l'on pouvait avoir sur notre territoire par rapport à d'autres. Alors, bien sûr, on va parler de filière économique, filière d'excellence, etc. Mais aussi, petit à petit, a émergé ce concept de responsabilité sociétale des organisations sur notre territoire, sachant que d'autres territoires ont également cette approche, mais qu'est-ce qui pouvait différencier notre approche? Et dans ces groupes de travail est apparu le fait que, sur notre territoire, la particularité, c'est qu'il y avait un dialogue, il y avait un échange entre le monde associatif, les entreprises et les institutionnels. Ce qui est assez rare finalement, puisque même dans les territoires proches en Bretagne, vous avez souvent des courants et des initiatives qui sont portés essentiellement par les entreprises, indépendamment de ce qui se fait dans les institutions. Et on voit ça également dans le monde associatif, qui est en général assez dynamique dans ce domaine également. Et donc il y a une espèce de reconnaissance de ce fait où il y a aussi un partage sur des valeurs, sur le fait qu'on soit association, institution ou entreprise, il y a un intérêt à s'ouvrir, à avoir une attitude responsable et à s'engager. Maintenant, comment on construit à partir de là? Là aussi, il a fallu passer en revue l'ensemble des réalisations que les uns et les autres pouvions avoir. En l'occurrence, on a commencé à se poser la question, mais est-ce que finalement Lorient Agglomération en tant qu'institution a déjà des réalisations en la matière? Et donc, c'est vrai que quand on parle de responsabilité sociétale des organisations, on parle bien sûr de développement durable. Et de manière transversale, déjà, un certain nombre de reconnaissances sont venues jalonner l'ensemble des actions de Lorient Agglomération. En l'occurrence, donc ça remonte au début des années 2010-2012 avec l'Agenda 21, qui était une initiative volontaire d'engager un certain nombre d'actions de manière transversale sur le développement durable. Et puis, plus récemment, de manière réglementaire, le plan climat de air et énergie du territoire, qui prévoit un certain nombre d'actions. Et donc le ministère de l'écologie et du développement durable a reconnu le territoire du Pays de Lorient comme pionnier en la matière. Et ça se traduit par l'intégration du développement durable dans les missions de la structure elle-même, l'établissement de coopération intercommunale, ce qui fait que les objectifs eux-mêmes sont déclinés dans chaque compétence. Donc à chaque fois, on va mesurer dans toutes les actions du territoire comment, au regard du développement durable, on avance. Également, des évaluations partagées des résultats sont faites avec des indicateurs, des rapports de développement durable, des bilans de consommation pour identifier quelle est la progression et
et en ce titre, on a été reconnu avec un ruban vert du développement durable. Et puis Citergy, donc c'est une démarche d'amélioration continue. Donc il y a 3 niveaux. Il y a un niveau le cap dans lequel on est passé, niveau 2 dans lequel nous sommes aujourd'hui, et puis le niveau Gold qui pourra peut-être être atteint plus tard. Donc on va régulièrement évaluer les actions en la matière. Ensuite, si on prend certains volets de la responsabilité sociétale des organisations, et en l'occurrence le plus évident qui est la société et le développement local, donc l'agglomération est intervenue en mobilisant des financements européens, notamment par le programme LEADER, également sur la charte de l'agriculture et de l'alimentation, où des efforts ont été faits pour valoriser les surfaces agricoles, intervenir pour structurer les filières bio, et tout ça de manière co-construite avec les agriculteurs. Également dans les achats publics. Donc un des critères qui est apparu dans ces groupes de travail dans l'année 2018, qui motive les organisations à se lancer dans cette RSOT, c'est bien souvent, comment on peut répondre aujourd'hui et demain de manière plus compétitive à des appels d'offres publics, notamment, où les critères RSE vont être de plus en plus présents. Et 2, comment je maintiens mon attractivité en tant qu'organisation pour attirer des talents, éviter d'en perdre. Et donc, voilà, deux facteurs internes ou externes qui sont essentiels. Donc, pour ce qui est de la commande publique, il faut aussi que, en tant que donneur d'ordre public, l'agglomération commence à intégrer aussi ces critères de développement durable. Et donc, c'est ce qui a été fait, avec un objectif qui est fixé à 30% dans les nombres de marchés qui intègrent ces critères. Et puis des événementiels aussi qui sont mis en place pour sensibiliser en la matière. Autre exemple d'action sur la biodiversité et les services écosystémiques, c'est la stratégie et les plans d'action en faveur des continuités écologiques. Faire en sorte que quand une entreprise s'implante, elle ne va pas venir en travers d'un corridor écologique qui va nuire à la biodiversité notamment. La gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, la gestion d'espaces naturels, et puis la sensibilisation du grand public. Donc un certain nombre d'actions aussi assez importantes. Enfin, dans la structure elle-même de fonctionnement de l'organisation, depuis 2018, a été mis en place un projet d'administration partagée, basé sur 2 principes, la confiance et la responsabilisation. Là aussi pour dire que si on fait confiance au personnel, si les agents se sont responsabilisés, eh bien ils vont être en capacité d'innover et d'être plus performants dans les services apportés à la population et aux entreprises. Et donc ça a été mis en place, ça fonctionne. Et c'est assez novateur aussi si on regarde ce qui se passe dans d'autres administrations. Et puis un plan de déplacement de l'administration avec la prise en charge du transport collectif pour les agents qui prennent les transports en commun, les systèmes de covoiturage, l'indemnité kilométrique vélo, etc. Enfin, sur les énergies renouvelables et la réduction des coûts, qui est un aspect qui intéresse souvent beaucoup les entreprises, puisque cette transition écologique peut avoir aussi un intérêt sur le fonctionnement même de l'entreprise, sur ses coûts. Donc il y a un grand projet que vous connaissez sans doute, qui est la ferme solaire photovoltaïque à Lorient-la-Base, qui est un des plus emblématiques en France actuellement, qui vaut à peu près à 1000 foyers alimentés. Des diagnostics gratuits pour les professionnels qui souhaitent produire ou consommer de l'énergie, donc au travers de l'agence locale de l'énergie et la mobilisation du fonds chaleur de l'ADEME. L'espace Info Habitat, et puis une certification ISO 50001 sur des sites de traitement à valorisation des déchets. Donc c'est cette action sur la valorisation des déchets qui est assez importante sur notre territoire. Ensuite, sur l'économie circulaire et l'écologie industrielle, là également, c'est assez facile de mesurer de manière précise ce qui se fait par rapport notamment à d'autres collectivités, où on va rechercher à baisser notamment en pourcentage les déchets ménagers ou assimilés sur la période 2010-2018, où donc il y a des objectifs effectivement qui sont fixés, mais pour toutes les collectivités au niveau national. Mais comme la Lorient Agglomération est partie très tôt, à chaque fois on va partir d'un palier
successifs, un palier qui va être plus difficile. Donc les efforts ayant déjà été faits, c'est plus difficile de progresser par rapport à notamment une collectivité qui n'aurait rien mis en place en matière de tri pour réduire ces déchets ménagers assimilés. Donc les déchets qui vont être enfouis notamment. Baisse de 20% des déchets non dangereux et non inertes. Et ensuite, par contre, s'il faut évaluer la quantité de déchets ménagers valorisés, donc là, effectivement, c'est assez parlant, puisque 59% des déchets ménagers le sont et produisent notamment 3700 tonnes de compost labellisé AB par an. Enfin, le lancement de la certification ISO 9001 sur des sites de traitement. Et puis, donc, vis-à-vis de la population, des habitants, les défis famille zéro déchet, ou par exemple une famille qui va être accompagnée et qui générera 200 kg de déchets par an, va tomber à 20 kg, par exemple, par an, par habitant. Et puis, pour les entreprises, donc ces 2 dernières années, l'opération 15 entreprises témoins déchets énergie, donc qui, elle, a été menée par Audelor, et donc qui est un peu le bras armé sur le développement économique de Lorient Agglomération, en l'occurrence. Donc là, la question a été de voir quels étaient les leviers pour mobiliser les entreprises dans cette action de développement durable, que ce soit sur l'énergie, sur les déchets eux-mêmes, dans leur traitement et dans leur tri notamment, et puis pour un certain nombre de déchets où là c'est l'entreprise qui est responsable, les déchets électroniques par exemple, les déchets dangereux, où elle doit passer par des prestataires de services privés, et ça n'est pas la collectivité de s'en charger, sauf que une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant que dans la réalité les choses se font, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et donc là, un certain nombre d'actions ont été testées, notamment sur la zone d'activité la plus grande du territoire, la zone de Querpont, avec l'association justement des entreprises de Querpont, avec des entreprises qui sont engagées à témoigner de leur avancée en la matière pour essayer de dégager des bonnes pratiques et voir si on pouvait, à partir d'initiatives isolées, réussir à développer un éco-territoire en quelque sorte. Et donc parallèlement à cette action, c'est mise en place une candidature auprès de l'ADEME pour que le territoire soit labellisé territoire économe en ressources. Et donc c'est un projet, un contrat d'objectif qui a été signé pour 3 ans avec l'ADEME et qui va, en ce qui concerne les acteurs économiques, justement engager les acteurs économiques dans cette boucle de l'économie circulaire avec un certain nombre de piliers plus ou moins avancés, notamment avoir recours aux matériaux biosourcés. Donc là, en l'occurrence, l'Université de Bretagne Sud a un certain nombre de compétences à mettre en valeur, mobiliser des acteurs locaux autour de l'éco-conception, développer des synergies et des bouclages des flux autour des déchets, de l'énergie. Alors des synergies de proximité, notamment sur des zones d'activité comme on a parlé, il y en a un certain nombre sur le territoire, mais aussi à l'échelle régionale, voire nationale, des choses sont possibles. Ensuite, puisque notre spécificité en tant que territoire maritime, c'est aussi d'avoir des ports, l'ADEME nous a demandé de travailler sur l'écologie portuaire, en quoi cet écosystème maritime pouvait aussi être porteur de développement durable et de contribuer en soi à des initiatives en synergie de différents acteurs. Et puis en fait sur un dernier concept moins connu qui est l'économie de la fonctionnalité ou de l'économie de l'usage, où on va plutôt se centrer sur la fonction que sur le produit lui-même, et où aujourd'hui un certain nombre d'acteurs sur le territoire, et en particulier dans l'économie sociale et solidaire qui est assez développée sur le territoire, s'engagent dans cette phase-là pour mettre en commun des moyens logistiques plutôt que d'en faire un investissement chacun de son côté, partager des ressources, des compétences de toutes sortes. Alors comment ça va se traduire également ? C'est par l'identification de l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont un peu en pointe, que ce soit des TPE, PME, puisque c'est de ça dont on parle. Et donc nous avons un magazine trimestriel qui va être en l'occurrence en fin novembre consacré spécifiquement à la RSOT, avec justement des initiatives émanant de la sphère institutionnelle, des organisations associatives et des entreprises, pour montrer comment tout cela s'imbrique. Ensuite, il a fallu aussi identifier
qui étaient ces acteurs. Donc il y a tout un travail qui a été fait à l'échelle du territoire, puisque dans les outils numériques qui existent à l'échelle de la région notamment, le critère RSOT n'existe pas encore. Donc il nous a fallu le mettre en place. Donc il y aura dans ce magazine aussi une cartographie des premiers acteurs identifiés, ou en tout cas qui ont commencé des actions en matière de RSOT. Voilà. Ensuite, donc en dehors des actions des structures institutionnelles, qu'est-ce qui peut être fait finalement à l'échelle individuelle quand on est dans une structure où on n'a pas forcément d'exigences réglementaires, d'exigences spécifiques, et en particulier si on regarde ce qui se fait en matière d'enseignement supérieur. Alors nous, dans notre organisation, finalement c'est une PME, puisque c'est 36 personnes au Délor, une agence de développement économique. On n'a pas non plus de contraintes ou d'obligations fortes à recruter des stagiaires ou à travailler avec eux. Mais ça s'est fait, que ce soit sur l'écologie industrielle et territoriale, sur l'urbanisme, sur l'environnement. On a recours régulièrement à des jeunes que l'on intègre en stage ou en formation, parfois par alternance. Également des interventions qui peuvent être faites par certains salariés d'Au-Délor auprès de l'université, que ce soit en parrainage ou en accompagnement de projets tutorés. Voilà. Et puis en ce qui concerne, mais comme d'autres de mes collègues, nous intervenons parfois en dehors de notre temps de travail dans des formations. Donc en l'occurrence, pour ce qui me concerne, c'est un master de gestion de projets régionaux et européens de l'UBS, où il y a énormément d'étudiants étrangers, essentiellement allemands et tchèques, et que l'on forme à la gestion de projets qui peuvent naître dans les collectivités territoriales notamment, en lien parfois avec les institutions européennes et puis les projets européens. Alors déjà, à titre personnel en tant qu'enseignant, on peut se poser la question, quelle attitude on peut avoir, et en l'occurrence vis-à-vis d'étudiants étrangers qui arrivent sur notre territoire. Donc c'est de soigner l'aspect accueil. On se rend compte que bien souvent, c'est pas forcément une dimension prise en compte pour des étudiants qui découvrent le territoire et ne maîtrisent pas la langue, ou qui ne sont pas forcément accompagnés par les dispositifs en place type Erasmus dans la durée. De prendre en compte, alors évidemment c'est plus facile quand on a 12 étudiants, quand on en a 150 ou 200, de prendre en compte les aspirations professionnelles des étudiants pour essayer de caler aussi les contenus pédagogiques. Sur le contenu pédagogique lui-même, c'est évaluer et écouter aussi les étudiants pour doser par exemple entre le contenu théorique et le contenu pratique et mise en œuvre, expérimentation. Et enfin, sur la thématique qui m'intéresse plus particulièrement, le poids du développement durable et de la RSE dans les stratégies d'influence auprès des institutions, et notamment institutions européennes, et où, en fait, donc, sans forcément avoir pris l'initiative d'aller donc développer un cursus autour de la RSE, finalement, rien qu'en observant ce qui se passe au niveau des institutions, on se rend compte que finalement la RSE se développe énormément. Le développement durable devient un fait marquant, très structurant dans la vie des institutions. Et en l'occurrence, ça a été très marqué par le principe de précaution autour des années 2000, où pour la première fois, il a été mentionné dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en 2008. Et ça a beaucoup changé, c'est que, en fait, à partir du moment où vous avez plutôt une vision prospective qu'une vision rétrospective sur finalement les dommages, les réparations qu'il faut causer autour d'un risque qui a été pris, même s'il n'y a pas de réglementation forte en la matière, le recours au principe de précaution est apparu de plus en plus fréquent, alors que ce soit par les institutions elles-mêmes, comme notamment la Commission européenne, qui est censée aujourd'hui, même si elle ne le fait pas toujours, à chaque fois qu'elle propose un règlement qui ensuite doit être voté par le Parlement et approuvé par le Conseil, elle doit faire des études d'impact. C'est-à-dire faire en sorte d'identifier quels sont les impacts à ce changement de réglementation
et donc de collecter des données scientifiques bien souvent, en l'occurrence, et s'il n'y en a pas suffisamment, de prendre des mesures préventives pour limiter les risques liés à ces impacts. Et donc on voit que de plus en plus cette notion de risque et de prise en compte prospective du risque rentre dans la structuration de la vie réglementaire et politique. Et puis, donc, depuis 2010, l'instrumentalisation ou parfois le soutien mais de cet axe développement durable auprès des institutions qui se fait de plus en plus présent. Et donc, un moyen de le visualiser, c'est au travers du registre de la transparence de l'Union européenne, qui, depuis 2012, contraint, pas forcément directement, mais contraint juste pour avoir un droit d'accès aux locaux, à tous les représentants d'intérêt, donc que ce soit des organisations associatives, des entreprises, à s'enregistrer, à décliner donc ces axes de travail, le nombre de personnes qui travaillent, les budgets, etc., qui sont mobilisés dans la stratégie et les travaux d'influence auprès des institutions. Et donc on voit que, ne serait-ce que si on prend l'environnement, l'énergie et l'action sur le climat, finalement, on compte un grand nombre de structures. Donc il y en a environ 20 000, dont 11 500 qui sont enregistrées en permanence chaque année dans ce registre de la transparence. Donc tout ça pour dire que c'est une thématique qui est très porteuse pour sensibiliser le décideur public à l'échelle européenne dans des nouveaux règlements qui vont s'imposer ensuite aux entreprises ou aux particuliers. Et après, tout à l'heure, vous parliez de greenwashing, etc. On voit bien que tout ça, la RSE, même si c'est une dimension extra-financière, elle a un coût. Elle mobilise des financements importants, voire très importants. Et là, il existe des outils, aujourd'hui, très récents, puisque ça remonte à 2017, même si ça comptabilise jusqu'à 2015, pour tracer les financements qui, aujourd'hui, sont derrière toutes les donations, les programmes portés par des ONG ou des fondations, qu'ils soient financés par des organisations philanthropiques ou par des entreprises ou des multinationales qui parallèlement peuvent avoir des actions, par exemple de lobbying, qui ne sont pas forcément alignées. Et donc quand on regarde la totalité des montants qui sont dépensés à l'échelle mondiale, c'est assez important, puisque là c'est en anglais, donc c'est des trillions, mais en fait c'est des millions des milliers de milliards. Donc on est à 3 000 milliards aujourd'hui qui sont mobilisés sur des donations et qu'on l'on peut tracer. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on donne, et si l'on donne bien souvent, c'est parce qu'il y a des déductions fiscales pour les entreprises, sur des actions qui peuvent avoir trait à l'environnement, au sens social, à l'échelle mondiale, et qui peuvent être relayées, partagées par d'autres structures sur d'autres continents. Donc on voit que ça, c'est un mouvement mondialisé et qui est de plus en plus maîtrisé, qui peut être aussi un outil de financement pour des actions qui sont menées en matière de RSE, que ce soit pour une ONG. Moi-même, j'en ai bénéficié, parce que j'ai eu l'occasion, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé auprès des institutions, de créer une ONG. Et donc, ça fait partie des outils de financement pour pouvoir avancer avec le volet développement durable qui a pris de plus en plus de poids, parce que la sphère publique aussi fait le constat qu'elle ne peut pas faire tout toute seule, et qu'elle doit bien souvent co-construire ou co-gérer, que ce soit avec des structures privées, entreprises, mais aussi avec la société civile qui donc s'organise autour d'ONG ou de fondations. Voilà, donc pour vous dire tout ce qui se fait sur le territoire, et à votre disposition pour plus de précision.